Monsieur, ce n'est pas possible. Vous mentez. Ce n'est pas une simple aire de repos. Sur une autoroute française, un événement sans précédent s'est produit. Les meilleurs lycéens d'élite du Japon, de retour dans leur bus, ont refusé de remonter à bord et se sont mis à pleurer. Le Japon, la nation par excellence des infrastructures de pointe. C'est la conviction inébranlable qui a guidé mes 28 années de carrière d'enseignant et qui, en un instant, s'est effondrée avec fracas devant des toilettes gratuites et un repas chaud en France. Pourquoi ont-ils supplié de vouloir vivre sur une aire de service française plutôt que de rentrer dans leur patrie? Voici le récit détaillé, du point de vue d'un enseignant japonais, de 72 heures qui ont radicalement bouleversé les valeurs d'un groupe de jeunes japonais. Un choc culturel qui a commencé dès l'instant où ils ont atterri à l'aéroport de Roissy. Je veux vivre ici, monsieur. 23 élèves du plus prestigieux lycée de Tokyo en larmes sur une aire d'autoroute française. La raison pour laquelle une simple aire de repos a provoqué un tel choc, même après 28 ans d'enseignement. Monsieur, je veux m'installer ici. 13 élèves de mon groupe, issus du meilleur lycée de Tokyo, refusaient de quitter l'aire de service. Moi, Kenji Tanaka, professeur d'histoire depuis 28 ans, j'étais désemparé. J'ai accompagné des voyages scolaires dans plus de 12 pays d'Asie, mais je n'avais jamais vécu une telle situation. Au Japon, les aires de repos sont fonctionnelles, propres, mais souvent prévisibles. Les repas y sont corrects, mais plus chers qu'en ville. Les toilettes, bien que technologiquement avancées, font partie d'un système efficace, mais sans âme. Mais la France, c'était différent. Des toilettes gratuites et d'une propreté impeccable. Des repas gastronomiques pour moins de 15 €. Une connexion Wi-Fi haut débit et même des parcs culturels. Ce n'était pas une aire de repos, c'était un parc à thème dédié à l'art de vivre. Ma voix, qui tentait de les presser, s'est peu à peu éteinte. L'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle face à celui de Narita. Les chiffres prouvent la force tranquille de la France. Tout a commencé à l'aéroport pour atteindre son paroxysme sur l'autoroute. Je vais maintenant vous révéler le journal de bord de ces 72 heures choquantes vécues par l'élite de la jeunesse japonaise en France. Votre abonnement et votre pouce levé sont un soutien immense pour déterrer de telles histoires. Cliquez sur le bouton « S'abonner maintenant ». Bonjour, je m'appelle Kenji Tanaka. J'enseigne l'histoire depuis 28 ans au lycée d'élite de Shinjuku, à Tokyo. Notre établissement est l'un des plus réputés du Japon. Chaque année, 95% de nos diplômés intègrent les universités les plus prestigieuses. Depuis 15 ans, je suis responsable du programme de voyages scolaires internationaux, emmenant nos élèves à travers l'Asie et l'Amérique du Nord. À l'automne 2024, le conseil d'administration a, pour la première fois, proposé un voyage en Europe. La destination, la France. Pour être honnête, j'étais réticent. Un pays célèbre pour sa cuisine et ses musées, certes, mais pouvait-il vraiment rivaliser avec le Japon en termes d'infrastructures ou de système éducatif? J'en doutais. Cependant, face à l'enthousiasme fervent des élèves et à l'accord des parents, le programme fut validé. Je me suis donc envolé pour la France avec 23 élèves de 17 ans. Nous avons atterri à Roissy-Charles de Gaulle à 16h30. En descendant de l'avion, j'ai dit à mes élèves « Bon, tout le monde, prévoyez au moins 1h30 pour passer l'immigration et récupérer les bagages. Pensez à l'aéroport de Narita aux heures de pointe. Soyez patients. Is partners. » Mes prévisions étaient complètement fausses. Les portiques automatisés par RAF ont scanné les passeports et reconnu les visages en moins de 15 secondes. Il n'a fallu que 12 minutes pour que nos 23 élèves passent le contrôle. La récupération des bagages fut encore plus surprenante. Un écran au-dessus du tapis roulant indiquait en temps réel l'état d'avancement et nous avons retrouvé toutes nos valises en 8 minutes. « Monsieur, c'est vraiment un aéroport international ici ?» demanda Yuki, l'un des élèves. À Narita, la dernière fois, il nous a fallu 40 minutes juste pour les bagages. J'étais moi-même surpris, mais je ne voulais pas l'admettre. C'est sans doute une période creuse. Les aéroports européens sont plus rapides quand il y a peu de monde. Mais en pénétrant dans le cœur du terminal, mon excuse perdit toute crédibilité. Les zones duty-free grouillaient de monde. Malgré cela, tout se déroulait dans un ordre parfait. Un espace, expérience culturelle française proposait des dégustations de macarons et des ateliers sur les parfums.
Partout, des espaces de repos confortables offraient des chargeurs gratuits et un Wi-Fi performant. Il y avait même un hôtel capsule et des douches accessibles 24 heures, 24. Monsieur, regardez les toilettes, s'exclama Hannah, une élève. À l'entrée des sanitaires, un écran lumineux indiquait en temps réel les cabines libres. Toilettes dames, 15 cabines. 7 occupées, 8 disponibles. Toilettes hommes, 13 cabines, 6 occupées, 7 disponibles. Un système que je n'avais jamais vu au Japon. Ce n'est qu'un gadget technologique, loin d'être vraiment utile, ai-je rétorqué, toujours sur la défensive. Mais les yeux de mes élèves avaient déjà changé. Ils exploraient chaque recoin de l'aéroport, prenaient des photos et laissaient échapper des exclamations de surprise en japonais. Je n'aspirais qu'à une chose, arriver vite à l'hôtel pour mettre fin à cette atmosphère gênante. Le trajet en bus de l'aéroport à notre hôtel dans Paris durait 1 heure. Notre guide française a proposé de nous arrêter sur une aire de service en chemin pour dîner. Ce sera sûrement moins bien que nos aires de repos sur la Shuto Expressway, mais ça permettra aux élèves de manger un morceau, pensai-je en hochant la tête. J'allais bientôt vivre le plus grand choc de ma vie. Après environ 30 minutes sur l'autoroute, le chauffeur annonça notre approche de l'aire de service. Nous arriverons bientôt à l'aire du Val-de-Loire. Faisons une pause de 30 minutes. Les élèves semblaient fatigués. Après 12 heures de vol et le décalage horaire, ils n'avaient besoin que d'un passage rapide aux toilettes et d'une bouteille d'eau. Lorsque le bus s'est garé, je n'en ai pas cru mes yeux. La taille du parking était colossale. Des zones distinctes pour les voitures, les bus et les poids lourds étaient clairement délimités, et il n'y avait pas moins de 12 bornes de recharge pour véhicules électriques. Sur les aires japonaises, on en trouve rarement plus de 3. Allez, tout le monde, rendez-vous devant le bus dans 30 minutes. Pour les toilettes, le prix est 2. Je me suis interrompu en regardant l'entrée. Il n'y avait aucun distributeur de tickets. C'est gratuit, monsieur, on dirait. Crièrent les élèves, en courant, euphoriques. Je les ai suivis à l'intérieur du bâtiment de l'aire de service. Ma première impression fut celle d'un centre commercial ou d'un marché couvert haut de gamme. Le bâtiment de 2 étages comprenait un espace de restauration et des boutiques au rez-de-chaussée, et des restaurants avec service à table à l'étage. Les plafonds étaient hauts et lumineux, et des chaises et tables confortables étaient disposées partout. Les aires de repos japonaises sont majoritairement des bâtiments fonctionnels, d'un seul niveau, avec un éclairage blafard et un mobilier minimaliste. Je me suis dirigé vers les toilettes. À l'entrée, le même panneau lumineux qu'à Roissy. Toilettes femmes, 32 cabines. 18 occupées, 14 disponibles. L'information était mise à jour en direct. L'intérieur était encore plus stupéfiant. Chaque cabine était d'une propreté immaculée, design, et les lavabos étaient équipés de sèche-mains puissants et de savons parfumés. Nos toilettes japonaises sont propres et high-tech, mais celles-ci avaient un charme, une élégance. C'était digne d'un hôtel de luxe. En sortant, je suis allé à l'espace restauration. Les élèves avaient déjà commandé. J'ai regardé le menu et j'ai eu un nouveau choc. Quiche Lorraine à 8 euros, bœuf bourguignon à 14 euros, crêpes au sucre à 4 euros, sandwich jambon beurre dans une baguette tradition à 5 euros. En yens, cela variait de 600 à 2200 yens. Pour un repas équivalent sur une aire japonaise, il faudrait compter au minimum 2500 à 3500 yens. Monsieur, c'est incroyablement bon, s'exclamèrent des élèves en dégustant leurs crêpes, le pouce levé. J'ai commandé un plat de cassoulet. Les portions étaient généreuses et le goût était bien au-delà de mes attentes. Les carafes d'eau étaient en libre service et gratuites. Au Japon, une bouteille d'eau sur une aire coûte 250 yens. Après le repas, nous sommes allés dans la boutique. Il y avait un café et une boulangerie. Et d'un autre côté, une épicerie fine et une boutique de souvenirs. Les élèves ont acheté des gâteaux et des boissons, à nouveau surpris par les prix. Monsieur, ici, ils n'abusent pas sur les prix comme dans les gares ou les aéroports. C'est le même prix qu'en ville. I have stove. Dans un coin salon, une dizaine de fauteuils massants étaient disponibles pour quelques pièces. Un grand écran de télévision était accroché au mur et un espace était dédié à la recharge des téléphones. Chaque prise était compatible avec différents standards internationaux et il y avait même des chargeurs sans fil. Et le Wi-Fi gratuit était ultra rapide. Monsieur, nous avons dépassé l'heure, me rappela gentiment la guide.
Je regardais ma montre. 45 minutes s'étaient écoulées, pas 30. J'ai cherché mes élèves. Certains étaient encore sur les fauteuils massants, d'autres faisaient des achats dans la boutique, d'autres encore passaient des appels vidéo en Wi-Fi. Allez, il faut vraiment y aller maintenant. L'hôtel nous attend. Ai-je insisté. C'est avec des visages regrettant de partir qu'ils se sont dirigés vers le bus. En montant, un élève a demandé « Monsieur, c'est vraiment une aire de repos? C'est mieux qu'un centre commercial à Tokyo. » Je n'avais rien à répondre. Dans ma tête, défilaient les images des innombrables aires de repos que j'avais visitées au Japon au cours des 15 dernières années. Aucune ne pouvait soutenir la comparaison. Dans le bus, l'excitation des élèves était palpable. « Monsieur, est-ce qu'on pourra s'arrêter à une autre aire de service demain? » J'ai envoyé la photo de mon bœuf bourguignon à mes amis au Japon. Personne ne me croit. Le système d'affichage des toilettes, pourquoi n'avons-nous pas ça au Japon? Je regardais par la fenêtre, songeur. Durant mes 28 ans de carrière, j'avais toujours vanté l'excellence du Japon à mes élèves. Le Shinkansen, le système de transport de Tokyo, la propreté de nos villes, la fiabilité de nos services. Je croyais sincèrement que le Japon était le leader mondial des infrastructures, mais cette aire de service française venait d'ébranler mes convictions. Je me suis souvenu de nos aires de repos. Fonctionnelles, certes. La plupart proposent des toilettes propres et une offre de restauration standardisée. Ramen, katsudon, soba. Les boutiques vendent des omiyages, souvenirs locaux, souvent produits en masse. Les prix sont un problème majeur. Un simple bol de ramen peut coûter 1500 yens, un sandwich 800 yens. L'eau en bouteille est chère. C'est pour cela que je conseille toujours aux élèves de préparer leur bento. Les installations sont également spartiates. Des bâtiments souvent sans charme, un éclairage froid, quelques chaises inconfortables. Le Wi-Fi est souvent lent ou payant, et les prises pour recharger sont rares. Mais l'aire de service française, c'était un autre monde. Toilettes gratuites avec affichage en temps réel, propreté digne d'un hôtel, repas à des prix raisonnables avec une qualité et une diversité incroyables, Wi-Fi et recharge gratuit, fauteuil massant, parking immense, bornes de recharge électrique en abondance. Tout cela réuni en un seul lieu, au milieu de l'autoroute. J'ai sorti mon ordinateur portable. Je devais préparer un rapport pour le conseil d'administration à mon retour, et il fallait que je note précisément ce que je venais de voir. Mais, au lieu d'écrire, j'ai commencé à faire des recherches sur les aires de service en France. Les résultats furent un choc. Les sociétés d'autoroutes françaises gèrent un réseau national d'aires de service et d'aires de repos. Les toilettes sont presque toujours gratuites. La plupart des aires de service disposent d'une boutique, d'un restaurant et d'un café. Certaines grandes aires abritent des belvédères, des parcs culturels, des expositions d'art et même des aires de jeux pour chiens. Plus stupéfiant encore, la politique tarifaire. Les sociétés d'autoroutes françaises s'efforcent de maintenir les prix de la restauration à un niveau comparable, voire inférieur, à ceux pratiqués en ville. Une mesure pour éviter les prix abusifs. Au Japon, c'est l'inverse. La nourriture sur les aires est 30 à 50% plus chère qu'en ville. Une exploitation de leur situation de monopole. J'ai ensuite trouvé des informations sur l'aéroport de Roissy. CDG, tout comme d'autres aéroports européens, est très bien classé mondialement, particulièrement pour l'expérience passager et l'offre culturelle. Les chiffres ne mentent pas. L'excellence infrastructurelle du Japon que je tenais pour acquise n'était pas prouvée par les chiffres dans tous les domaines. La France, elle, surpassait le Japon dans plusieurs catégories. J'ai refermé mon ordinateur et regardé par la fenêtre. L'autoroute était impeccable, l'éclairage vif, les voies clairement marquées, et régulièrement, des panneaux annonçaient la prochaine aire de service. Nous sommes arrivés à l'hôtel à 21 heures. Les élèves étaient épuisés, mais toujours excités. Après le check-in, je suis descendu au café du lobby pour discuter avec notre guide, une Française d'une trentaine d'années qui avait vécu au Japon. « Monsieur, on dirait que vos élèves ont vraiment adoré l'aire de service, dit-elle en souriant. C'est assez différent de celle du Japon, n'est-ce pas? J'ai acquiescé. C'était un choc, honnêtement. Je pensais que nos autoroutes étaient les meilleures du monde. Elle a bu une gorgée de son café. J'ai vécu 5 ans au Japon, et au début, je pensais que le système japonais était parfait. Mais en rentrant en France, ma perspective a changé. Qu'est-ce qui est différent? Ai-je demandé. Elle a réfléchi un instant.
Le Japon met l'accent sur l'efficacité. La France met l'accent sur la commodité et l'art de vivre. Par exemple, vos autoroutes sont rapides et bien entretenues, mais les aires de repos n'offrent que le strict minimum. En France, nous considérons l'autoroute moins comme un simple moyen de transport que comme le début du voyage. L'aire de service n'est pas une simple pause, elle fait partie de l'expérience du voyage. Ces mots résonnaient dans ma tête. Efficacité contre art de vivre. Notre système éducatif japonais était similaire, efficace, mais rigide. Les élèves doivent suivre les règles, la précision est plus importante que la créativité. Mais les visages de mes élèves sur l'aire de service aujourd'hui étaient différents. Ils exploraient librement, ils ressentaient la joie de la découverte par eux-mêmes. Le lendemain matin, une visite du quartier de Montmartre était au programme. Le rendez-vous était fixé à 8 heures dans le hall, mais dès 7h30, les élèves commençaient à se rassembler. D'habitude, à peine la moitié arrive à l'heure. Aujourd'hui, ils étaient tous en avance. L'impatience se lisait sur leurs visages. « Monsieur, on s'arrête sur une aire de service aujourd'hui ?» demanda Yuki. J'ai souri et répondu « Montmartre est dans Paris, donc nous n'emprunterons pas l'autoroute. Mais pour le déjeuner, nous irons dans un bistrot traditionnel. » Les élèves semblaient déçus, mais ils m'ont aussitôt assailli d'autres questions. Que mangent les élèves français à l'école? Toutes les autoroutes en France sont-elles aussi bien? Pourquoi les Français sont-ils si gentils? La visite de Montmartre a duré 3 heures. La guide a expliqué en détail l'histoire de la butte et son importance artistique, et les élèves prenaient des notes avec assiduité. Mais le moment qui m'a le plus marqué fut pendant la pause. Les élèves sont allés aux toilettes publiques près du Sacré-Cœur et sont revenus, une fois de plus, stupéfaits. « Monsieur, même ici les toilettes sont propres et gratuites. Et il y a du papier » s'exclama Hana. Je suis allé vérifier. Pour des toilettes dans un lieu aussi touristique, la propreté était supérieure à celle des toilettes de bien des musées à Tokyo. Et elles étaient gratuites. Au Japon, dans les sites touristiques, il faut souvent payer 100 yens. Nous avons déjeuné dans un bistrot près de la place du Tertre. Nous avions commandé un menu du jour à 10 à 8 euros par élève. En yens, environ 2800 yens. En voyant arriver les assiettes, les élèves ont de nouveau été émerveillés. En plus du plat principal, un steak frites, il y avait une entrée, une salade verte et un dessert, une mousse au chocolat. Pour un repas de cette qualité au Japon, il faudrait compter au moins 4500 yens. Monsieur, pourquoi la nourriture est-elle si bon marché en France? Demanda un élève nommé Rio. Curieux, j'ai posé la question à la guide. Elle a expliqué. La France a une culture de la gastronomie très forte et la concurrence entre les restaurants est féroce. Ils doivent donc maintenir des prix attractifs tout en offrant une grande qualité et quantité. Et la culture du menu permet de goûter à plusieurs plats pour un prix raisonnable. Yes, also 5 do. Après le repas, les élèves continuaient de discuter. Quand je rentrerai, je raconterai à mes amis tout ce que j'ai vu en France. Je pourrais mettre une vidéo de l'aire de service sur YouTube. Monsieur, on pourra revenir en France l'année prochaine? En observant leurs réactions, j'ai compris. Ce voyage n'était pas une simple expérience culturelle. C'était la découverte que le monde qu'ils connaissaient n'était pas le seul possible. Ce soir-là, dans ma chambre d'hôtel, j'ai appelé ma femme au Japon. Chérie, je vis un véritable choc culturel ici en France. Elle a ri et a demandé « Qu'y a-t-il? La nourriture ne te plaît pas ?» Je lui ai raconté en détail mes expériences de la journée. Roissy, l'aire de service, Montmartre, les toilettes, le restaurant. Mon épouse a écouté en silence, puis a dit « Alors, tout ce que nous croyions était une illusion. » J'ai répondu « On dirait bien. » Et les élèves s'en sont rendus compte avant moi. Le 3e jour, nous nous sommes rendus à Lyon. Le trajet se faisait en bus depuis Paris. Nous allions emprunter l'autoroute A6. Dès qu'ils sont montés dans le bus, les élèves ont demandé « Monsieur, sur quelle aire de service allons-nous nous arrêter cette fois ?» J'ai ri et répondu « La guide nous a recommandé un endroit spécial. Une sorte d'air village, a-t-elle dit. Mabel says Wassenstaff. Pieces. » Après environ 1h30 de route, le chauffeur a annoncé notre entrée sur l'aire de service. Les élèves étaient déjà sur le qui-vive. En arrivant sur le parking, l'endroit semblait différent de la première aire. C'était plus grand,
les bâtiments plus modernes et un petit parc paysager entouraient le site. À l'intérieur, le rez-de-chaussée abritait toujours un espace restauration et des boutiques. Mais cette fois, un espace particulier a attiré mon attention. Un marché de producteurs locaux. Des fruits, des légumes, des fromages et des charcuteries de la région Bourgogne étaient vendus à des prix inférieurs à ceux des supermarchés de Tokyo. Les élèves, fascinés, prenaient des photos. Monsieur, sur une aire japonaise, on ne verrait jamais ça, n'est-ce pas? Demanda un élève. J'ai hoché la tête. Au Japon, les aires de repos sont majoritairement occupées par de grandes chaînes. Rares sont celles qui vendent des produits locaux authentiques. Mais ici, l'aire de service était connectée à l'économie locale. En montant à l'étage, un spectacle encore plus surprenant nous attendait. Une aire de jeux pour enfants, un espace dédié aux 5 à 10 ans, avec des toboggans et des jeux sécurisés. Les parents pouvaient laisser leurs enfants jouer tout en mangeant tranquillement. Il n'existe absolument aucune installation de ce type sur les aires japonaises. Si des enfants font du bruit, ils sont fusillés du regard par les autres clients, et les parents doivent finir leur repas en vitesse et partir. Il y avait aussi des douches. Conçues pour les chauffeurs de poids lourds, elles étaient aussi accessibles aux voyageurs pour une somme modique, quelques euros seulement. Sur les rares aires japonaises qui en proposent, le prix est exorbitant. Je me suis assis dans un coin salon pour observer les élèves, chacun profitait de l'air à sa manière. Certains sur les fauteuils massants, d'autres achetant des friandises, d'autres encore discutant près de la fenêtre en admirant le paysage. Mais le plus important, c'était l'expression sur leur visage, ils étaient détendus et heureux. Hana est venue s'asseoir à côté de moi. « Monsieur, je peux vous poser une question ?» J'ai acquiescé. Pourquoi les aires de repos au Japon ne sont-elles pas comme ça? Le Japon est un pays plus riche que la France, non? J'ai réfléchi. Sa question était la même que celle qui me taraudait depuis 3 jours. Eh bien, Hana, je pense que ce n'est pas une question d'argent, mais de philosophie. Le Japon privilégie l'efficacité. L'aire de repos est vue comme un lieu purement fonctionnel. Le message est « reposez-vous vite et repartez vite ». Mais en France, l'aire de service est considérée comme une partie intégrante du voyage. Elle est conçue pour que les gens puissent se détendre, bien manger et prendre du plaisir. I am soft, be bold. Hana a hoché la tête. Alors c'est la France qui a raison. Le voyage, ce n'est pas seulement la destination, le trajet est important aussi, non? J'ai souri. Une élève de 17 ans venait de comprendre ce que j'avais ignoré pendant 28 ans. Le voyage, c'est le trajet. Et les infrastructures sont les outils qui soutiennent ce trajet. La France l'avait compris. Le Japon, pas encore. L'heure du départ a sonné. Cette fois, les élèves se sont rassemblés en 30 minutes pile. Ils s'étaient déjà habitués au fonctionnement des aires de service. En montant dans le bus, un élève a dit « Monsieur, quand on rentrera, je ne verrai plus jamais nos aires de repos de la même façon. » Moi non plus. Pendant le reste du trajet vers Lyon, je regardais par la fenêtre en songeant. Les autoroutes françaises n'étaient pas aussi rapides que les nôtres. Les limitations de vitesse étaient plus basses et il y avait des péages. Mais elles étaient sûres. Les voies étaient claires, l'éclairage bon et les aires de service régulières. Et surtout, elles étaient humaines. Elles privilégiaient la sécurité et le bien, être à l'efficacité pure. Les 2 jours à Lyon sont passés à toute vitesse. En visitant le Vieux-Lyon, Fourvière et les Halles Paul Bocuse, les élèves se sont immergés dans la culture française. Mais le sujet de conversation qui revenait le plus souvent était, encore et toujours, les aires de service. Quand est-ce qu'on s'arrête à la prochaine aire? Il me faut plus de photos de nourriture d'aires de service à envoyer à mes amis. Le dernier matin, nous avons pris le bus de Lyon pour retourner à l'aéroport de Roissy. Un long trajet, avec 2 arrêts prévus sur des aires de service. La première était construite dans un style architectural moderne et audacieux. Les élèves étaient maintenant devenus des experts. À peine descendus du bus, ils repéraient les toilettes et planifiaient déjà leur repas. Cette aire était spéciale. Elle possédait un petit musée gratuit sur l'histoire de la construction de l'autoroute. Dans la boutique de souvenirs, j'ai acheté une spécialité locale, des pralines roses. Je les ai goûtées. Pour quelques euros, c'était délicieux. Pendant le déjeuner à l'espace restauration, j'ai demandé aux élèves « Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant ce voyage en France ?» Comme je m'y attendais, la plupart ont mentionné les aires de service.
Les aires de service. C'est quelque chose qui n'existe pas comme ça au Japon, parce que la nourriture est délicieuse et pas chère, parce que les toilettes sont propres et gratuites, parce que le Wi-Fi est rapide et gratuit. Isa. Oh, mais la réponse de Yuki fut différente. Moi, c'est l'attitude des Français envers leurs infrastructures. Au Japon, on considère les infrastructures comme un dû. On paie des impôts, donc le gouvernement nous les fournit. Mais en France, on a l'impression qu'ils voient les infrastructures comme un outil pour rendre les gens heureux. L'aire de service n'est pas juste un endroit pour faire une pause, c'est un lieu pour rendre le voyage plus agréable. Les mots de Yuki ont profondément résonné en moi. Au Japon, l'infrastructure est une fonction, se déplacer efficacement d'un point A à un point B. En France, l'infrastructure est une expérience, rendre le processus même du déplacement agréable et valorisant. Cette différence se manifestait de la manière la plus éclatante sur les aires de service. La dernière aire de service était encore plus grande. Les élèves, maintenant totalement à l'aise, passaient leur temps comme ils l'entendaient. Certains achetaient des cadeaux pour leur famille, d'autres profitaient une dernière fois des fauteuils massants, d'autres encore mangeaient un dernier pain au chocolat. 30 minutes plus tard, l'heure du départ était arrivée. J'ai commencé à rassembler les élèves, mais ils n'étaient pas pressés de partir. « Monsieur, encore 5 minutes, s'il vous plaît. Je n'ai pas encore pris toutes mes photos. J'y vais après cette chanson. » J'ai ri et dit, « Les amis, on a un avion à prendre. Si on le rate, on ne rentre pas. » C'est alors que, lentement, les élèves se sont dirigés vers le bus. Mais leurs pas étaient lourds. Hana, se retournant vers le bâtiment de l'aire de service, a dit, « Monsieur, je veux revenir ici un jour. » Ryo a renchéri, « Moi aussi. Je crois que je ne vais plus supporter les aires de repos japonaises. » J'ai posé une main sur leurs épaules. « Quand nous rentrerons, ce sera à nous de créer le changement. Nous ne pourrons pas faire exactement comme en France, mais nous pouvons améliorer les choses petit à petit. » Juste avant de monter dans le bus, un élève a pris une photo de l'entrée de l'aire. « Monsieur, faisons une photo de groupe, devant cette aire de service. » J'ai accepté sa proposition. Les 23 élèves, moi-même et la guide, soit 25 personnes, avons posé devant l'entrée. Sur la photo, les élèves sourient, mais leurs yeux sont remplis de nostalgie. Quand le bus a démarré, les élèves ont regardé l'aire de service par la fenêtre, jusqu'à ce que le bâtiment devienne de plus en plus petit et disparaisse de leur vue. Alors, un élève a murmuré « Au revoir, chère aire de service. Je reviendrai, c'est promis. » En entendant ces mots, j'ai senti mes yeux s'embuer. En 28 ans de carrière, c'était la première fois que je voyais des élèves faire leurs adieux à une aire de repos. Le reste du trajet vers Roissy s'est fait en silence. Les élèves regardaient par la fenêtre ou triaient les photos prises pendant la semaine. J'ai sorti mon propre téléphone. Montmartre, le vieux Lyon, tout était magnifique. Mais la plupart des photos avaient été prises sur les aires de service. Les visages souriants des élèves, les plats de bœuf bourguignon, les écrans d'affichage des toilettes, les fauteuils massants. L'aire de service était devenue le cœur de ce voyage. Nous sommes arrivés à Roissy à 14 heures. Nous avions du temps avant le départ. Après l'enregistrement et le passage de la sécurité, nous sommes entrés dans la zone duty-free. Une semaine plus tôt, pressés, nous n'avions pas bien vu les installations de l'aéroport. Maintenant, nous pouvions les explorer. Les élèves se sont d'abord dirigés vers les boutiques. J'ai alors entendu un vendeur s'adresser à eux en japonais. Irashaimasu, Nani ka osagashi desu ka? Bienvenue. Cherchez-vous quelque chose? Son japonais était fluide. Comment se fait-il que vous parliez si bien japonais? Lui ai-je demandé. Il a souri. J'ai étudié 2 ans à Kyoto. L'aéroport de Roissy emploie beaucoup de personnel multilingue. L'anglais est la base, mais aussi le chinois, le coréen, le japonais, l'allemand, l'espagnol. J'étais admiratif. À Narita, il est difficile de trouver du personnel parlant autre chose que l'anglais. Nous sommes allés à l'espace culturel. Les élèves ont pu essayer une simulation de création de parfums ou jouer à la pétanque sur un petit terrain intérieur. Tous les programmes étaient gratuits. Je n'avais jamais vu de telles installations dans un aéroport japonais. L'aéroport y est un lieu de transit, pas un lieu d'expérience culturelle. Nous sommes montés sur la terrasse panoramique.
Les élèves ont admiré avec fascination le ballet des avions. Sur le côté de la terrasse, une petite galerie exposait des œuvres d'artistes français. L'entrée était, là encore, gratuite. Je me suis dit que Roissy n'était pas un simple aéroport, mais une vitrine de la France. Le temps passant, nous nous sommes dirigés vers notre porte d'embarquement. Près de la porte, plusieurs restaurants et cafés affichaient des prix quasi identiques à ceux de l'extérieur. J'ai commandé un café, 2,50 €, environ 400 yens. À Narita, le même café coûte 700 yens. À l'approche de l'embarquement, les élèves ont pris leurs dernières photos. Hana est venue me voir. « Monsieur, je suis vraiment tombée amoureuse de la France, surtout de leur façon de penser aux gens. L'aéroport, les aires de service, tout est centré sur l'humain. Au Japon, c'est le système qui est au centre, n'est-ce pas ?» J'ai acquiescé. Les mots de Hana étaient justes. En France, on pense d'abord à l'humain et on adapte le système en conséquence. Cela se voyait dans toutes leurs infrastructures. L'aéroport, les aires de service, les transports en commun, les sites touristiques. Partout, on sentait cette attention portée à la personne. Juste avant d'embarquer, les élèves se sont retournés une dernière fois vers l'aéroport. Et on dit doucement « Au revoir, Roissy. Au revoir, la France. » Moi aussi, dans mon cœur, j'ai dit « Au revoir, la France. » Tu m'as appris ce que 28 ans de carrière ne m'avaient pas appris. Que les infrastructures existent pour les gens. Mainexa. L'avion a décollé, et la terre française s'est éloignée. Par le hublot, je pouvais voir Roissy, l'autoroute et la direction où se trouvaient les aires de service que nous avions visitées. Les élèves regardaient toujours par la fenêtre. Dans leurs yeux, il y avait de la nostalgie, mais aussi une détermination. La détermination de changer quelque chose à leur retour, et j'étais comme eux. Nous sommes rentrés au Japon 12 heures plus tard. À peine arrivé à Narita, j'ai senti la différence. Le contrôle de l'immigration était lent. La récupération des bagages aussi. Les toilettes, bien que propres, semblaient froides et sans âme. Le café coûtait 700 yens, ce qui me semblait normal. Une semaine plus tôt me paraissait maintenant inconfortable. Les élèves aussi. En sortant, ils n'arrêtaient pas de comparer. À Roissy, ça a pris 15 minutes. En France, les toilettes étaient gratuites. Pourquoi ce café est-il si cher? Je les ai calmés. C'est maintenant que le vrai sens du voyage commence. Nous devons raconter ce que nous avons vu et créer le changement. Une semaine après notre retour, j'ai soumis mon rapport au conseil d'administration. Le titre, ce que nous avons appris en France. Les infrastructures existent pour les gens. Le rapport de 52 pages comparait et analysait l'aéroport de Roissy, les aires de service, les transports publics et les installations touristiques avec leurs équivalents japonais. Il documentait aussi en détail les réactions et les changements chez les élèves. Le conseil d'administration a examiné mon rapport avec le plus grand sérieux. Le président a déclaré lors de la réunion: « Monsieur Tanaka, ce rapport va au-delà d'un simple compte-rendu de voyage. C'est un défi pour notre propre système éducatif. De la même manière que la France place l'humain au cœur de ses infrastructures, ne devrions-nous pas placer l'élève au cœur de notre éducation? » J'étais d'accord. Infrastructures et éducation, c'est la même chose. Pour qui existe-t-elle? Les élèves aussi ont commencé à changer. Yuki a publié un feuilleton sur le voyage en France dans le journal de l'école. L'article sur les aires de service a eu un énorme retentissement. Hana a lancé un projet sur l'amélioration des aires de repos japonaises et a envoyé une pétition aux autorités compétentes via le conseil des élèves. Ryo a créé une vidéo comparant Roissy et Narita, qui a enregistré un grand nombre de vues. L'hiver suivant, j'ai eu l'occasion de faire une présentation lors d'un colloque sur l'éducation. Mon sujet, l'impact des voyages scolaires internationaux sur les élèves. J'ai centré ma présentation sur notre voyage en France en expliquant comment l'expérience des aires de service avait changé leur perception du monde. Après la présentation, de nombreux enseignants sont venus me poser des questions. Les aires de service françaises sont-elles vraiment si extraordinaires? Les élèves ont-ils vraiment refusé de quitter une aire de service? J'ai répondu honnêtement à toutes les questions. Oui, c'est la vérité. Et j'ai été tout aussi choqué que, le printemps suivant, l'école a de nouveau planifié un voyage en France. Cette fois, il y a eu tellement de candidats qu'il a fallu organiser un tirage au sort.
Les élèves de l'année précédente avaient répandu la nouvelle, et l'histoire des aires de service était devenue une légende. J'ai de nouveau été choisi comme accompagnateur, et je suis reparti pour la France avec 23 nouveaux élèves. Ce deuxième voyage a été une répétition du premier. Les élèves ont été stupéfaits à Roissy, émerveillés sur les aires de service, et ne voulaient plus partir. Mais cette fois, j'étais préparé. Je leur ai dit, n'oubliez pas ce que vous voyez. Et quand vous rentrerez au Japon, créez le changement. Commencez par de petites choses. Vous pouvez proposer d'installer un système d'affichage pour les toilettes de notre école ou de rendre le café de la cafétéria plus abordable. L'important, c'est d'agir. 2 ans ont passé depuis. Notre école a installé un système d'affichage pour les toilettes. La cafétéria a baissé ses prix de 15% et a diversifié son menu. L'espace de repos des élèves dispose désormais d'un Wi-Fi gratuit et de prises de recharge. Ce sont de petits changements, mais c'est un début. Et le point de départ de tout cela fut une aire de service française. Parfois, je demande aux élèves, quel est votre meilleur souvenir du voyage en France? La plupart répondent encore et toujours, l'aire de service. Et ils ajoutent, c'est là que j'ai compris que les choses sont faites pour les gens. Emma, PLIC. Moi aussi, c'est là que j'ai compris. Pendant 28 ans, je pensais enseigner à mes élèves, mais en réalité, ce sont eux qui m'ont appris. Ils m'ont appris à voir le monde avec des yeux neufs. La raison pour laquelle 23 élèves de l'élite japonaise ont refusé de quitter une aire d'autoroute française n'était pas simplement due à la qualité des installations. Toilettes fonctionnelles, mais sans âme au Japon contre des espaces gratuits et design en France. Un sandwich industriel à 800 yens contre une baguette croustillante à 5 euros. Un bâtiment fonctionnel et sombre contre un espace de vie lumineux et culturel. Les chiffres rendaient la comparaison évidente, mais la vraie différence était philosophique. Le Japon poursuivait l'efficacité. La France pensait aux gens. Le classement mondial de Roissy et la réalité vécue à Narita. Ces chiffres étaient la preuve de la finalité des infrastructures. Moi, Kenji, enseignant depuis 28 ans, j'ai appris en France. J'ai appris que les infrastructures existent pour les gens, que le voyage ne se résume pas à la destination, mais que le trajet est tout aussi important. Et que le regard pur des élèves est parfois plus proche de la vérité que l'expérience d'un expert. Le changement commence petit. Et cette petite prise de conscience, née sur une aire d'autoroute française, est en train de transformer, petit à petit, une école au Japon.